Peu de temps après que le monde eut découvert avec horreur les ravages d'Hiroshima et de Nagasaki, une nouvelle page de l'histoire militaire s'ouvrit. Les forces armées américaines prirent conscience que l'apparition de l'arme nucléaire allait bouleverser, de façon irréversible, les équilibres de puissance établis jusque-là. Du jour au lendemain, même la raison d'être des grandes flottes navales semblait menacée. Car une question s'imposait. À quoi bon entretenir d'immenses cuirassés et escadres entières si une seule bombe pouvait anéantir une métropole entière? Pour dissiper ces doutes, un projet inédit fut lancé. Prouver que la marine pouvait encore jouer un rôle décisif dans l'ère atomique. Cette entreprise reçut le nom symbolique de Opération Crossroads, littéralement au carrefour. L'expérience consistait à soumettre une flotte fantôme de près d'une centaine de navires à l'explosion d'une bombe de 23 kilotonnes. Si plusieurs unités subirent des dégâts considérables, un bâtiment résista presque sans égratignure. Le croiseur lourd allemand Prinz Eugen, jadis fleuron de la Kriegsmarine et désormais trophée de guerre américain. Le navire prouva qu'il n'était pas aisé de réduire une flotte en cendres par une seule déflagration. Ce n'est qu'après une deuxième explosion qu'il fut réellement condamné. Comme l'écrira plus tard le chimiste Glenn T. Seaborg, l'humanité venait d'assister à la première catastrophe nucléaire en mer. En août 1945, les États-Unis avaient démontré leur pouvoir terrifiant. Hiroshima, puis Nagasaki, révélèrent à tous les États, et surtout aux stratèges militaires, qu'une ère nouvelle commençait. L'armée américaine elle-même s'interrogea. Quelle valeur pouvait encore avoir la marine dans un monde dominé par l'atome? Lewis Strauss, représentant de la Navy au comité consultatif sur l'énergie atomique, avait résumé l'enjeu en une phrase lapidaire. « Si nous ne procédons pas à des essais, on affirmera très vite que notre flotte n'a plus aucune utilité, et cela compromettrait son financement futur. » L'amirauté américaine craignait que le Congrès remette en cause les énormes budgets alloués à la marine. Il fallait donc convaincre, voire impressionner l'opinion publique. De là naquit l'idée, exposer un grand nombre de navires à l'explosion d'une bombe atomique, puis observer les résultats. Cette stratégie comportait toutefois un risque, car l'armée de terre, elle aussi, voyait dans l'opération une chance, prouver que la supériorité navale n'était qu'illusion face à l'arme atomique. Et si tel était le cas, c'était l'aviation et les forces terrestres qui devraient dominer l'avenir. Malgré ces rivalités, la Navy compila en seulement 2 mois une liste oscillant entre 80 et 100 navires volontaires ou désignés. Cuirassés, croiseurs, porte-avions, destroyers, sous-marins et navires de soutien. Le simple choix du nom Crossroads laissait deviner l'enjeu. L'histoire militaire se trouvait à un véritable carrefour. Restait à trouver l'endroit où mener ce test monumental. La puissance destructrice des nouvelles armes était connue dans les grandes lignes, mais les effets précis restaient flous. Quelle serait l'ampleur du rayonnement? Jusqu'où s'étendrait le nuage radioactif? Une flotte entière pouvait-elle disparaître sous l'eau bouillante et les flammes? Il fallait un site isolé, presque désert, mais sous contrôle américain. La lagune devait être assez vaste pour héberger des dizaines de navires et suffisamment protégée pour éviter que les cibles ne dérivent. Une base aérienne proche était nécessaire, de même que des conditions météorologiques relativement stables afin de suivre et contenir le panache radioactif. Après moult recherches, le choix se porta sur l'atoll de Bikini, perdu dans le Pacifique central. Mais l'endroit n'était pas désert, 167 habitants y vivaient paisiblement depuis des générations. En mars 1946, la marine américaine leur annonça qu'ils devaient quitter leur terre pour une courte durée. On leur promit qu'il s'agissait d'un service rendu à l'humanité destiné à éviter de futurs conflits. Les insulaires acceptèrent à contre-cœur et furent transférés à plus de 200 km sur l'atoll de Rongerik, beaucoup moins fertile et quasi inhabitable. Ce départ forcé marquerait à jamais l'histoire des Bikiniens. La logistique fut titanesque. Pas moins de 242 navires furent rassemblés, dont environ 90 cibles directes et plus de 150 bâtiments de soutien. On ajouta également 156 avions pour simuler la présence d'une véritable force aéronavale. Parmi ces navires figuraient 4 cuirassés déclassés, 2 porte-avions, plusieurs croiseurs et destroyers, ainsi que des sous-marins. Certains bateaux provenaient des anciens ennemis des États-Unis. Le Nagato, cuirassé depuis lequel fut déclenchée l'attaque de Pearl Harbor, le Sakawa, et bien sûr le Prinz Eugen, bijou de la flotte allemande.
Pour mesurer les effets sur des organismes vivants, on installa aussi des animaux de laboratoire, allant de simples rongeurs à des chèvres. Jamais une telle expérimentation n'avait été menée en pleine lumière. Opération Crossroads fut le premier essai atomique annoncé publiquement. Des journalistes, des scientifiques, des observateurs étrangers furent conviés. Au total, plus de 42 000 personnes, civiles comme militaires, se retrouvèrent sur l'archipel pour assister à l'événement. L'atoll se transforma en scène mondiale, entre excitation scientifique et spectacle macabre. L'histoire du croiseur allemand mérite qu'on s'y arrête. Lancé en 1938, ce bâtiment imposant de la classe Admiral Hipper entra en service en 1940 avec la Kriegsmarine. Il participa dès mai 1941 à l'opération Rheinübung, aux côtés du cuirassé Bismarck. Leur mission, semer la terreur dans l'Atlantique et perturber le commerce britannique. Lors de la traversée du détroit du Danemark, une confusion joua un rôle décisif. Le croiseur de bataille britannique Hood prit le Prinz Eugen pour le Bismarck et concentra son tir sur lui. Cette erreur permit au Bismarck d'arroser librement son adversaire, qui fut englouti en quelques minutes, provoquant une onde de choc considérable en Grande-Bretagne. Si le Bismarck fut traqué et coulé peu après, le Prinz Eugen survécut et parvint, malgré de lourds dommages mécaniques, à rallier Brest. Ensuite, il réussit même à prendre part au spectaculaire passage en force de février 1942, le fameux Channel Dash, qui permit à plusieurs grands bâtiments allemands de regagner Hambourg en traversant la Manche à la barbe des Britanniques. Là encore, le croiseur sortit quasi indemne. Jusqu'au dernier jour de la guerre, il échappa aux bombes et aux torpilles, servant principalement en mer Baltique. En mai 1945, il se rendit et fut cédé aux Américains. Sa réputation d'invincible en faisait presque un navire porte-bonheur, un Glücksschiff, comme disaient les marins. 3 expérimentations avaient été programmées dans le cadre de l'opération. Abel, une détonation aérienne, plusieurs centaines de mètres au-dessus de la flotte. Baker, une explosion juste sous la surface de l'eau. Charlie, prévu au fond de la lagune, mais finalement annulée. Le 1er juillet 1946, l'heure était venue. La bombe Gilda, copie de celle qui avait détruit Nagasaki, fut larguée depuis plus de 8000 mètres d'altitude. Moins d'une minute plus tard, elle explosa au-dessus des navires. Une boule de feu aveuglante illumina le ciel, suivie d'un souffle d'une brutalité inimaginable. L'onde parcourut la lagune, faisant trembler chaque coque, projetant des gerbes d'eau bouillonnante. À la surprise générale, seuls 5 navires coulèrent sur le champ. Le Prinz Eugen, encore une fois, sembla défier le destin. Seul son mât avant fut plié, et une partie du grand mât s'écroula. Mais l'essentiel du bâtiment resta intact. Dans les conditions d'une véritable bataille, le croiseur aurait continué à naviguer. Quelques semaines plus tard, le 25 juillet, eut lieu le 2e test. Cette fois, la bombe placée sous l'eau souleva une colonne liquide gigantesque qui retomba en pluie meurtrière, chargée de particules radioactives. Selon les témoins, l'eau s'était changée en une soupe maléfique capable de rendre malade quiconque entrait en contact avec elle. L'explosion Baker ne détruisit pas autant de navires que prévu, mais elle laissa derrière elle un ennemi bien plus implacable que le feu ou les flammes, la contamination radioactive. Beaucoup de bâtiments semblèrent, au premier regard, intacts. Mais les experts découvrirent rapidement que l'intérieur était saturé de radiation. Impossible de les décontaminer. Ces instruments de guerre majestueux devenaient inutilisables du jour au lendemain. Pour le Prinz Eugen, la surface paraissait toujours solide. Pourtant, l'irradiation s'était infiltrée partout, rendant chaque compartiment dangereux. Le 3e test Charlie, prévu en profondeur, ne fut jamais exécuté. Tout l'environnement était déjà trop contaminé. Les habitants de Bikini, quant à eux, avaient quitté leur lagune avec l'assurance de revenir rapidement. Mais ce temporaire s'éternisa. La contamination fut si intense qu'aucun retour définitif ne fut possible. Les familles durent errer de réinstallation en réinstallation, souvent sur des îles infertiles où les ressources manquaient cruellement. Leur culture et leur mode de vie furent brisés. Certains souffrirent aussi de maladies que l'on soupçonnait liées aux radiations. Pour ces insulaires, l'expérience scientifique signifia perte, exil et souffrance. Après les tests, le Prinz Eugen fut remorqué vers Kwajalein pour de nouvelles études. Pourtant, sans entretien régulier, son état se dégrada rapidement. Le 21 décembre 1946,
il commença à prendre l'eau. Lentement, presque avec dignité, le géant de métal se coucha sur le flanc et s'immergea partiellement dans le sable de la lagune. Son immense hélice arrière resta longtemps visible à la surface, comme le dernier signe de résistance d'un survivant devenu victime invisible des radiations. On abandonna toute tentative de le sauver. Ainsi sombra l'un des rares grands navires allemands du conflit restés debout après 1945. Non pas sous le feu ennemi, mais sous les coups d'un adversaire bien plus insaisissable, la radioactivité. Aujourd'hui encore, le Prinz Eugène repose dans les eaux claires du Pacifique. Ses flancs sont tapissés de coraux colorés, ses structures effondrées servent de refuge à une multitude de poissons. Des plongeurs venus du monde entier visitent régulièrement l'épave, certains par curiosité, d'autres avec la solennité que l'on réserve aux monuments silencieux. Ce croiseur est devenu bien plus qu'une carcasse d'acier. Il est le témoin unique d'une double époque, celle d'une guerre mondiale qui a broyé l'Europe et celle de l'entrée brutale dans l'ère nucléaire. À travers lui se racontent plusieurs récits entremêlés. L'histoire d'un navire allemand, rescapé d'innombrables batailles, considéré comme un porte-bonheur par ses marins. Celle d'une expérience américaine qui chercha désespérément à justifier la place des flottes dans un monde où une seule bombe pouvait tout réduire à néant. Et celle, tragique, d'un atoll et de ses habitants contraints à l'exil définitif par une puissance qui se voulait protectrice, mais qui, en réalité, brisa leur vie. Le bilan de l'opération Crossroads fut paradoxal. D'un côté, les navires résistèrent mieux que prévu aux vagues de choc. De l'autre, la radioactivité se révéla l'arme la plus redoutable. Invisible, inodore, sournoise. Des vaisseaux entiers, visiblement en état de marche, devinrent inutilisables car imprégnés de radiations mortelles. Ainsi, les essais confirmèrent involontairement ce que certains stratèges redoutaient. L'ère nucléaire ne se gagnerait pas avec des flottes de cuirassés, mais avec la maîtrise d'une arme qui détruit autant les ennemis que les certitudes militaires. Sur le plan scientifique, les données recueillies eurent leur utilité. On comprit davantage les effets de l'onde de choc, la portée des retombées radioactives, les limites des matériaux face à la chaleur et à la pression. Ces connaissances furent exploitées, dans les années qui suivirent, pour concevoir des dispositifs de protection et élaborer des doctrines militaires adaptées. Mais au-delà de ces chiffres et diagrammes, une autre réalité s'imposa. L'humanité disposait désormais d'une arme capable non seulement de vaincre, mais aussi de détruire le cadre même de la civilisation. Les tests de Bikini avaient replacé la mer au cœur d'une question fondamentale. Non pas seulement comment conduire la guerre, mais comment survivre à la paix. Pour les habitants de Bikini, la promesse d'un retour fut brisée. Arrachés à leur lagune fertile, ils errèrent de sol rocailleux en sol infertile, perdant repères, traditions et sécurité alimentaire. Cette déchirure culturelle et humaine demeure l'un des legs les plus amers de l'expérience. Le Prinz Eugène, lui, rappelle encore aujourd'hui cette bascule historique. Son immense hélice de bronze, toujours visible sous les eaux claires du Pacifique, semble témoigner en silence. Elle raconte le courage, l'orgueil, mais aussi l'impuissance des hommes face à l'arme qu'ils venèrent d'inventer. Ainsi s'achève la trajectoire d'un navire singulier. Vainqueur d'escarmouches, rescapé des bombardements, épargné par les torpilles, il survécut à 2 explosions nucléaires, mais fut condamné par la lenteur insidieuse des radiations. Aujourd'hui, il demeure là où il a sombré, moitié englouti dans le sable, moitié offert aux récifs colorés, devenu à la fois cimetière marin et sanctuaire. Dans le silence des profondeurs, à l'endroit même où régnait jadis le grondement des explosions, un écho persiste, celui d'une humanité qui, au milieu du XXe siècle, s'avança d'un pas décisif et dangereux dans l'ère atomique.